Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, affaire du marché d'acquisition d'armes au ministère de l'Environnement. Des Sénégalais se prononcent et disent craindre un gros scandale pour ces citoyens. Cet achat est du ressort du ministère des Forces armées et sur la saisine du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi concernant cette affaire. Le porte-parole du gouvernement parle d'attitude politicienne et invite à interroger tous les contrats d'armement depuis 1960. Précision à suivre dans ce journal. À Médina, les travaux de l'ONAS depuis bientôt 6 mois pour réhabiliter les réseaux de canalisation plombent les activités des cordonniers installés le long de ces axes. En plus de l'insécurité due aux déviations, ces commerçants qui n'en peuvent plus de travailler dans un environnement hyper pollué réclament le bouclage de ces travaux dans les meilleurs délais. La culture au menu de ce journal se colle à l'actualité. Le père du cinéma africain, Sambène Ousmane, célébré du 28 au 30 octobre en Afrique et dans sa diaspora. Ce jeudi, le centre de recherche ouest-africain Warka a projeté son film Le Mandat, une œuvre qui fait toujours sensation plus de 50 ans après sa sortie. Un sujet de Mamadou Dia à suivre dans ce journal. Et dans Fenêtre d'Afrique au Gabon, 7 membres d'une même famille mortes ensevelis par les coulées de boue engendrées par les pluies diluviennes. Si le changement climatique est avancé comme principale cause, la question de l'assainissement refait surface dans ce pays. À suivre en fin d'édition avec Aziz Adewale Tchandi, notre correspondant permanent à Libreville. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est d'abord le marché d'acquisition d'armes au ministère de l'Environnement qui continue de défrayer la chronique et interpelle les Sénégalais. Certains citoyens, certains d'entre eux ont interrogé sur ce sujet, redoutent un scandale pour ces citoyens. Un tel achat devrait être fait par le ministère des Forces armées pour éviter toute polémique. Le reportage est signé Mamadou Dia et Mafalfal. Pour le problème des armes, ça doit être en État et État. Il n'y a pas à chercher un courtier. C'est quelque chose de sérieux. Cette affaire d'acquisition d'armes ne laisse pas Adrien indifférent. 45 milliards décaissés au ministère de l'Environnement pour un achat d'armes. Il redoute un scandale. Ça pose débat. Si on laisse le ministère des Forces armées, qui a vraiment le droit d'acheter des armes pour un État. Moi, je ne vois pas comment le ministère de l'Environnement va aller négocier pour des armes. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi. À quelque part de son magasin, Bassirou tient son petit commerce. Cet tablier a des craintes. Il n'en pense pas moyen qu'Adrien. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Cet achat devait être fait par le ministère des Forces armées. C'est le département qui est habilité à le faire. Mais le ministère de l'Environnement, ça me taraude. Un traitement effectué en catimini. Le gouvernement parle de secret défense. Adrien rejette en bloc. Il parle de secret défense. Le secret défense, moi, les gens disent c'est l'armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers. Mais quand on parle du ministère de l'Environnement, je ne vois pas le secret défense. Un marché sans appel d'offres attribué à un homme qui ne serait pas tout à fait exempt de tout reproche. L'on soupçonne un trafiquant d'armes. Jeudi, le gouvernement a brandi un communiqué pour préciser que c'est un contrat conforme à la réglementation en vigueur.
Et toujours sur cette affaire de contrat d'armement de près de 45 milliards de francs CFA, le porte-parole du gouvernement répond au président de la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale suite à la saisine du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi pour Abdou Karim Fofana. C'est une attitude purement politicienne. Écoutons ses explications au micro d'Elhadji Malick Cissé et Mafalfal. Abass Fall a une attitude politicienne. Parce que pourquoi ne pas revenir sur tous les contrats d'armement qui ont été signés par l'État du Sénégal depuis 1960. Chaque année, l'État du Sénégal équipe ses forces de sécurité et de défense. Pourquoi cibler juste ce contrat-là? Tous les contrats qui sont relatifs aux équipements armés ont été passés avec cette même procédure du secret défense. Donc, je pense que c'est un débat politique, un débat politicien qu'on veut faire enfler pour changer un peu la nature de l'ambiance politique du moment. En ce moment, ce qui intéresse le plus les Sénégalais, c'est le coût de la vie. Ce qui intéresse le plus les Sénégalais, c'est de voir que notre armée devient plus professionnelle et plus équipée. Ce qui intéresse aussi les Sénégalais, c'est que le président de la République Macky Sall a pris un engagement par rapport à la reforestation et à la protection de nos eaux et forêts. Et de ce point de vue, on ne peut pas reprocher à l'État du Sénégal d'avoir posé des actes. Nous serions irresponsables si, après des exactions dans nos forêts, que nous n'ayons pas cette attitude de résorber ce déficit d'équipement. Nous devons équiper nos services environnementaux et leur permettre de faire face à ces menaces sur nos biens naturels. Et dans l'actualité politique, la démocratie sénégalaise est menacée et d'après le club Sénégal émergent et le club Sénégal pluriel, des affirmations faites lors d'un panel dont le thème est la démocratie à la croisée des chemins sur la question du troisième mandat. Ils estiment que cela ne peut porter atteinte à la démocratie car le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Alioune Sow signe ce compte rendu. Violences physiques et verbales, diffamation, diatribe, les mots constatés dans la place publique aux yeux de Youssoupha Diallo. Au banc des accusés, les acteurs politiques, le président du club Sénégal émergent affirme qu'avec cette situation, la démocratie sénégalaise est menacée. La démocratie sénégalaise est aujourd'hui en face de graves dangers et est même agressée. Et parmi les facteurs identifiés de danger, il y a les phénomènes de violence politique, mais aussi particulièrement les comportements au niveau des médias et en particulier des réseaux sociaux. Pour l'essentiel de la sous-région, nous sommes une démocratie debout dans une ceinture militaire au niveau de la sous-région. Et c'est pour sensibiliser les Sénégalais devant cette situation. La démocratie en Afrique est souvent pointée du doigt, une position que le professeur Ahmad Dia ne partage pas. Le sociologue est clair, chaque peuple a le droit de mettre les institutions qui lui sont favorables. Il y a des modes de gouvernement et chaque peuple a le droit de mettre en place les institutions qui lui pensent bonnes pour le développement d'abord humain et ensuite pour le développement économique de son pays. Notre démocratie, comme toutes les démocraties du monde, sont en danger. La démocratie sénégalaise à la croisée des chemins, thème de ce panel, interpellé sur la question de la candidature de Macky Sall en 2024. Interpellé sur la question de la candidature de Macky Sall en 2024, cette candidature avancée par ses partisans peut-elle porter atteinte à la démocratie? Il répond par la négation. C'est une question à laquelle je m'interdis de répondre. Pour l'instant, encore une fois, vous avez entendu le président, le ministre d'État Abdou Fall vous le dire. Hein? Il y a la liberté individuelle, il y a la liberté du citoyen. Hein? Le président Macky Sall n'a pas encore pris de décision, il n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Et je ne vois pas qui pourrait lui dire que vous n'avez pas le droit d'être candidat. Mais après, c'est une institution de la République qui décidera de la validation d'une candidature. 62 ans d'indépendance avec 2 alternances politiques, le Sénégal figure parmi les grandes démocraties en Afrique, mais les panélistes affirment qu'actuellement que notre démocratie est menacée.
Et je vous le disais tantôt, à Médina, des travaux entamés depuis bientôt 6 mois par l'ONAS pour le renouvellement des réseaux de canalisation à la rue 22 impactent le quotidien des cordonniers installés le long de cette zone. Ces commerçants se plaignent des difficiles conditions d'exercer leurs activités dans un environnement très pollué et surtout sans sécurité à cause des multiples déviations de certaines voitures. Amidjou fait Seydina Mbaye pour le reportage. Ils se font remarquer à peine et pourtant les cordonniers occupent presque tout le tronçon de la rue 22 de la Médina. Mais leur décor est rempli d'obstacles, amas de sable et de gravats, les routes et ruelles barrées, des difficultés en raison des travaux entamés par l'ONAS. Ils dénoncent leur situation liée aux travaux de canalisation. Certes, ils travaillent pour le bien de la Médina, mais les travaux ont duré plus de 6 mois et cela ne nous enrage pas. Les voitures qui passent soulèvent la poussière et les enfants ne peuvent plus jouer dehors. Nous les surveillons 24 heures sur 24. La poussière envahit les lieux et dérange les travailleurs qui sont aux alentours. Ce cordonnier nous explique comment cela impacte leurs activités. Nos ateliers sont remplis de poussière. 2 jours après nettoyage, tu te demandes même est-ce que ces chaussures sont neuves, tellement que la poussière couvre la vernis qui donne l'éclat aux chaussures. Ils redoutent des effets néfastes sur leur santé. Nous sommes tous enrhumés à cause de la poussière. C'est écœurant. Ceux qui ont entamé ces travaux doivent donner la considération aux gens. Ces cordonniers demandent à l'ONAS d'accélérer ces travaux pour qu'ils puissent reprendre leurs activités normalement. Parlons éducation à présent à Mbour. Les écoles élémentaires manquent de presque tout, du manque d'eau à l'absence de murs de clôture, sans compter l'insécurité qui règne autour de ces écoles. Les acteurs de l'éducation du département ont interpellé le maire lors de la cérémonie de remise de kits scolaires. Le compte-rendu de Montaga Khan. À Mbour, le paysage des infrastructures scolaires n'est pas très reluisant. Et ce sont les dirigeants du système éducatif qui l'ont fait savoir au maire de Mbour, qui a remis ce mercredi à l'inspecteur de l'éducation et de la formation des fournitures scolaires d'un montant de 45 millions de francs CFA. Je crois que dans les écoles, il va falloir procéder à l'addition en eau. Il va falloir construire des salles de classe pour résorber quelques abris provisoires. Il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup. Et procéder aussi au remplacement des murs de clôture. Le maire ici a pris des engagements dans ce sens. Nous allons élaborer et mettre à sa disposition un document de pilotage qui lui permettra de prendre les bonnes décisions, qui sera un tableau de bord. Le maire, qui dit avoir pris note, promet de rectifier les tirs. Nous avons bien pris note de toutes ces doléances et préoccupations du système scolaire qui ont été transmises par le coordinateur des collègues, mais également par l'inspecteur. L'inspecteur qui se trouve être également notre bras technique, notre conseil technique. Et nous attendons avec impatience le document technique qu'il va nous transmettre et qui sera notre bréviaire par rapport à tout ce que nous ferons dans le domaine de l'éducation. En tout cas, nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction sa disponibilité, sa présence à nos côtés pour qu'ensemble qu'on puisse renforcer ce système. À l'instar du maire, l'inspecteur de l'éducation et de la formation a félicité les enseignants de Mbour qui ont réussi à réaliser cette année plus de 75% de taux de réussite au CFE contre 52% l'année dernière. L'actualité, c'est aussi le rapport provisoire des concertations sur la lutte contre la vie chère qui a été remis hier au Premier ministre Amadou Ba. Ce document d'une centaine de pages revient aussi sur les impacts économiques et budgétaires. Abdou Karim Fofana donne ici des précisions au micro d'Elhaj Malik Cissé. Le président de la République, le 26 septembre, avait lancé les concertations sur la vie chère. Et puis le 30 septembre, le Premier ministre Amadou Ba avait
ouvert les concertations avec la mise en place des 19 commissions. Et ces 19 commissions ont travaillé pendant 1 à 2 semaines. Ce sont des commissions qui partent des denrées de première nécessité aux services les plus utilisés par nos compatriotes. Ce sont les écoles, la scolarité, ce sont les services de santé, que ce soit le public ou le privé, mais c'est aussi la question relative à la téléphonie, les questions relatives à la téléphonie, aux services bancaires. Donc ces commissions ont fonctionné avec des commissions qui ont été multi-acteurs, puisqu'il y a eu les professionnels, les consommateurs et l'administration. Et ces travaux nous ont permis de produire un rapport de plus d'une centaine de pages qui a été remis au Premier ministre, un rapport provisoire. Et M. le Premier ministre a convoqué hier après-midi à la primature une réunion de 16h à 22h avec les administrations concernées, les ministres concernés, afin d'échanger sur les impacts économiques et budgétaires, parce que ce sont souvent des décisions qui portent sur la fiscalité, des décisions qui portent sur les droits de douane, des décisions qui portent aussi, qui peuvent être des mesures d'accompagnement, de protection de certaines filières. Et cet échange a eu lieu. Nous sommes en train de finaliser cette évaluation parce que dans un état sérieux, il faut que chaque décision soit motivée et que les impacts soient évalués. Et tout cela sera remis au Premier ministre qui, de son côté, le remettra au Président de la République. Et dans les prochains jours, une cérémonie sera organisée pour présenter les mesures qui ont été prises par Monsieur le Président de la République. Direction Saint-Louis où la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'Air vient de boucler une formation de 48 heures destinée à ses représentants dans les coins les plus reculés de l'axe nord. Ils étaient environ 25 jeunes hommes et femmes à qui les autorités administratives ont fait un cours magistral sur le rôle et la tenue d'un agent de la fonction publique ou plutôt du service public. Momar Alisnian pour plus de précisions. Ils sont plus d'une vingtaine d'agents en provenance de Dagana, Podor, Louga et Saint-Louis à se retrouver dans la capitale du Nord pour les besoins d'une session de formation de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER, qu'elles devront désormais représenter dans leurs localités respectives. Quand on me dit aujourd'hui qu'il y a une demande au niveau national qui atteint 265 milliards à peu près, vous voyez un peu ce que ça fait en termes de traitement. Néanmoins, ils ont quand même eu à innover. Ils ont montré tout de suite des outils, plateformes qui va permettre aujourd'hui aux demandeurs de financement de bien vouloir suivre leur dossier, l'évolution de leur dossier. Parce que c'était ça le problème. Je leur disais que le principal problème de nos administrations aujourd'hui, c'est le défaut de réponse. Parce que quelqu'un qui sollicite un accompagnement a besoin de savoir l'état d'évolution de son dossier. Et malheureusement, ils n'ont pas toujours cette réponse-là. Mais je salue quand même les réajustements qui ont été opérés par l'ADER en mettant en place cette plateforme-là qui va permettre à tout demandeur de pouvoir suivre l'évolution de son dossier. Cette volonté de déconcentration des activités de l'ADER répond à une volonté du chef de l'État. C'est suite à l'appel du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a demandé à ce qu'on soit beaucoup plus proche en fait des populations, qui a demandé à ce que tous les outils mis en place par l'État du Sénégal, que ce soit en termes de formation ou de financement, puissent être décentralisés au niveau en fait local. C'est l'ADER depuis ses débuts, nous avons essayé le maximum de décentraliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ADER a touché les 552 communes du Sénégal. Donc dans toutes les communes du Sénégal, vous allez voir des bénéficiaires de l'ADER-FJ. Mais le président a demandé à ce qu'on renforce, qu'on ait des représentants même au niveau local, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des points focaux au niveau départemental qui puissent en fait répondre aux questions et des populations. Les autorités administratives et les représentants de l'ADER espèrent ainsi que ces agents vont permettre de répondre aux préoccupations des populations locales. Un peu d'histoire et de culture. Chaque année depuis 1983, le 28 octobre est une occasion de célébrer la langue créole et la culture créole, bien sûr, à travers les pays et communautés qui partagent cette langue. Et c'est près de 10 millions de personnes à travers le monde. Au quartier Sicap Baobab de Dakar, cette langue est aussi parlée par la communauté capverdienne et bissau-guinéenne sur place. C'est un reportage signé Amifal.
Clémence Anne-Cécile Diatta est en pleine activité dans un atelier de couture à Sika Baobab. Originaire de Ziguinchor, la couturière nous explique comment il a appris la langue créole. Bon dia, nya parentis de Bissau, na fala bos mantenha, na fala bos também obrigado, idealmente em pot. On parle créole, mancagne, manjac et autres. Et parce que dans mon travail aussi de couturière, je reçois des clientes qui... D'après elle, pour maintenir cette belle langue, il faut la pratiquer, comme toutes les autres. Pour maintenir cette langue, il faut juste la parler. Voilà, il faut la parler, il faut la pratiquer. Elle est très belle, c'est une belle langue. Le créole, c'est une très belle langue. Voilà, et très parlée à Ziguinchor, différent du créole que les Portugais parlent. Nous... Carlos Emmanuel, né au Sénégal, mais originaire Cap-Vert, parle à peine la langue créole. Il estime que cela est dû à la dominance du Wolof. Oui, on parle rarement ici. Avec les amis, c'est pas facile, hein? Parce que tout le temps, on est avec des amis, on parle Wolof comme ça. De parler notre langue, toujours là où on est avec la famille, surtout quand on est avec la famille. La langue créole est parlée au-delà de nos frontières, en Afrique du Sud notamment, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle a perdu du terrain au profit des autres langues. Je vous le disais dans les titres, les mots de la société sénégalaise évoqués dans le film Le Mandat de Sembène Ousmane. Un film qui fait toujours sensation, même 50 ans après sa sortie. Le film a été projeté hier au Centre ouest-africain de recherche WARC en marge de la 5e édition du programme Sembène à travers l'Afrique. Mamadou Dian a recueilli les avis d'un public nostalgique. Reportage. La salle de conférence du Centre de recherche ouest-africain transformée en salle noire le temps de Le Mandat de Sembène Ousmane. 50 ans après cette production de ce géant du 7e art sénégalais, l'état de la société illustré dans ce film reste toujours d'actualité. D'abord, 30 ans, c'est pas long. 30 ans, c'est demain la veille. La dépendance, l'oisiveté, l'argent. La manière dont fonctionnaient les intellectuels, les gens s'habillaient en costume, ils étaient présentés comme des profiteurs, des gens qui font de l'arnaque au sein des analphabètes, des gens qui n'ont pas la chance de passer dans les écoles françaises. Voilà, et je pense que ça, c'est un paradoxe. Voilà, quand nous sommes dans une société qui aspire du développement, je pense qu'il y a certains faits que Ousmane Sembène a relatés qu'on doit véritablement prendre en considération parce qu'il est à présent d'actualité. Le Mandat met un coup de projecteur sur les maux de la société à travers ces différentes séquences. Au Sénégal, l'honnêteté est devenue un délit. L'on comprend aisément dans ce film. Tout cela à cause d'un mandat que le destinataire ne peut pas toucher, faute d'une pièce d'identité. Mais pas que. Tout le monde avait porté aussi son esprit sur lui parce qu'il devait percevoir de l'argent. Mais il a été arnaqué et a failli devenir fou. À ce moment-là, il a voulu faire comme les autres, lui aussi changer de comportement et suivre les arnaqueurs dans cette lancée. Mais quelqu'un lui a dit non. Ce qu'on doit faire, c'est unir nos forces pour lutter contre tous les maux de la société. Ce flashback dans les œuvres de Sembène Ousmane entre dans le cadre du projet Sembène à travers l'Afrique, un partenariat noué entre WARC et Galle Tcheddo. Un collègue, compatriote et ami qui s'appelle le professeur Samba Gadjigo, qui est un spécialiste de Sembène aux États-Unis, s'est lié avec quelqu'un qui est amoureux du cinéma africain et de la production de Sembène qui s'appelle Jason Silverman, un Américain. Les deux sont venus ici, à Dakar et au WARC, faire un film documentaire autour de Sembène qui s'appelle Sembène,
avec un point d'exclamation. Et après, ils ont conçu cette sorte de fondation qui s'appelle Gallo-Ciedo Production. Vous savez tous que Gallo-Ciedo, c'est le nom de la maison de Sembène à Yoff. Et ce projet a visé et vise à faire rappeler la production cinématographique de Sembène partout en Afrique. Ces projections suivies de débats sont décentralisées jusque dans les zones les plus reculées du pays. Du 27 au 30 courant, elles traversent également les frontières Gambie, Ouganda et Cap-Vert. Et dans l'actualité sportive, en plus bref, CAN Beach Soccer, les Lions du Beach Soccer viennent de remporter leur 7e CAN. Résultat des courses, ils sont sacrés champions d'Afrique pour la 4e d'affilée. Les poulains de Mamadou Diallo viennent de surclasser les pharaons d'Égypte en terre mozambicaine au tir au but 6-5 après une égalité parfaite 2-2 à la fin du temps réglementaire. L'actualité, c'est aussi l'opposition tchadienne qui a demandé que le président Macky Sall, président de l'Union africaine, reprenne les négociations dans le dossier tchadien. Issa Ahmad, le porte-parole du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, s'est entretenu avec Alassane Samba Diop. Écoutons. Je voudrais profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à l'endroit du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, pour qu'il se ressaisissent du dossier tchadien, car en août dernier, le président du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad l'a saisi par écrit pour qu'il s'y investisse dans les dossiers tchadiens. Une réponse favorable nous a été donnée et nous avions eu des échanges fructueux, mais qui sont restés sans lendemain. C'est pourquoi, suite aux événements du 20 octobre dernier, qui ont fait une centaine de morts, des milliers de blessés, des centaines de déportés, il est plus qu'urgent que l'Union africaine se saisisse de la crise tchadienne. Et au moment où la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité vient de se terminer, il est plus que pertinent de se préoccuper de la paix au Tchad. La paix est aujourd'hui gravement menacée suite à ces massacres qui en ont ému plus d'un, qui en ont ému toute l'Afrique. Et il est du devoir de l'Union africaine de se saisir de ces dossiers-là pour éviter des pertes inutiles en vies humaines. Il est inacceptable que ce dossier soit confié à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui n'a même pas de régime de sanctions en matière de bonne gouvernance. Et nous espérons que le président Macky Sall entendra cet appel et interviendra dans les dossiers tchadiens afin que nous parvenions au Tchad à une paix définitive et globale. Fenêtre d'Afrique, une fenêtre sur le Gabon où les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays ont endeuillé des familles. La semaine dernière, 7 personnes d'une même famille sont mortes ensevelies par les coulées de boue. Le président de la République et des membres de son gouvernement sont allés témoigner leur solidarité aux familles. Aziz Adewale Tchandi, en ligne depuis Libreville, bonsoir. Ces inondations sont causées par plusieurs facteurs, notamment les problèmes d'assainissement. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV Dakar. L'actualité au Gabon est dominée par
les inondations consécutives à la saison des pluies dans laquelle nous nous trouvons. Au Gabon, pour rappel, il pleut 9 mois sur 12. Et dernièrement, il a été enregistré au quartier d'IPK8 un éboulement de terrain qui a entraîné l'ensevelissement d'une famille de 7 personnes. Un deuil qui a ému le pays tout entier, et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en tête d'une forte délégation, est allé présenter les condoléances à la famille éplorée. Il a d'ailleurs pris l'engagement de reloger ces personnes touchées. Mais il faut dire que ces inondations sont une conséquence de plusieurs facteurs. Il y a bien sûr les travaux de construction des bassins versants qui n'ont jamais été menés à terme dans de nombreux endroits stratégiques de Libreville, notamment au quartier d'Izengayong. Il y a des caniveaux qui ne sont pas curés régulièrement. Il y a les habitats qui ont été érigés dans des lits de passage d'eau. Alors, lorsque les pluies arrivent, bien sûr, et que l'eau ne trouve plus de passage, elle finit par exploser et par envahir de nombreux endroits. La conséquence également pour ce qui est de ces glissements de terrain est que malheureusement les maisons mal situées sont simplement ensevelies. On est passé encore il y a 2 jours à côté d'un drame. Des maisons ont été détruites au quartier dit Bangos. Et là, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Une communication de l'Agence française de développement publiée entre 2012 et 2013 rappelle tous ces éléments. L'État a bien sûr une grosse part de responsabilité parce que les voies d'eau qui ont été obstruées l'ont été simplement du fait de sa négligence ou bien de son incapacité à faire respecter. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes d'ITV.